Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain. Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans La Planète Demain, un nouvel épisode d'ailleurs de La Planète Demain, l'émission qui parle d'écologie positive et se met en avant pour faire parler un petit peu les acteurs du changement. Alors ces acteurs du changement, on en a deux avec nous aujourd'hui. Et d'ailleurs dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir de recevoir Luc Tallini qui est cofondateur et PDG d'Everyone Counts, une plateforme d'agrégation et de suivi de données de biodiversité qui permet d'accélérer la transition écologique. Mais pour l'heure, nous avons l'honneur d'accueillir dans nos studios Guillaume Jouffre, cofondateur de Greenco, le spécialiste français du voyage nature près de chez soi, qui grâce à sa plateforme équitable sélectionne les meilleurs logements en pleine nature. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Alors l'industrie du tourisme produit 11% des émissions de CO2 mondiales et elle génère aussi des tonnes de déchets. Bref, tout un modèle qui fait tourner l'économie, mais pas vraiment dans le bon sens. Chers auditeurs, même en vacances, vous êtes soucieux vraisemblablement de préserver aussi l'environnement. Eh bien, grâce à la plateforme Greengo, vous trouverez sans difficulté des hébergements écologiques en France pour des séjours vraiment inoubliables, en véritable harmonie avec la nature. Le tourisme vert, d'ailleurs, qu'on appelle aussi écotourisme ou tourisme durable, c'est l'art d'adopter des pratiques responsables durant les vacances et de partir à l'aventure en respectant la planète. Est-ce également votre définition du tourisme durable et responsable, cher Guillaume ? Alors il y en a plein, c'est un sujet qui est assez vaste. Nous, notre point de départ, ça a été quoi ? Ça a été de se dire on a un sujet climatique quand même à résoudre. On s'est aperçu que le tourisme était un des gros pots d'émissions de CO2, 11% comme on l'a signalé tout à l'heure. Ça provient en général des voyages lointains ou des voyages typiquement en avion. Et nous, on s'est dit, tiens, il y a une opportunité, c'est qu'en fait, on a plein de trésors dans nos régions, en particulier en France, mais même en Europe plus largement. Ils sont pour beaucoup accessibles à un impact relativement faible par rapport aux autres voyages. Et on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on mette en valeur toutes ces pépites qu'on a pas loin de chez nous, en local, etc. Et donc, on s'est dit, réinventer un peu, réenchanter ce voyage local pas loin de chez soi. Ça a été un petit peu notre inspiration de tourisme durable, je dirais. C'est de ne pas chercher midi à 14h et on peut passer d'excellentes vacances et répondre à plein de besoins, pas très loin avec très peu d'impact et nous notre rôle c'est de faciliter ça quoi. D'accord, merci. Guillaume, présentez-nous un petit peu plus en détail Greengo, cette plateforme justement autour du tourisme durable. Alors nous on est une plateforme de réservation de vacances éco-responsables, au vert, nature, on peut le formuler de différentes manières. On réunit plus de 20 000 hébergements en ligne qui sont réservables en 3 clics, comme sur les grandes plateformes que vous connaissez. La différence, c'est que nous, premièrement, on vient sélectionner les endroits. C'est pas juste un lit qu'on va réserver sur Greengo, c'est des endroits qui ont quelque chose de sympa, que ça donne envie. C'est ça quand même la base du voyage. Et c'est aussi une offre d'hébergement qu'on a sélectionnée et évaluée sur des critères environnementaux. Donc on a plus de 113 critères écologiques, on a toute une méthodologie d'évaluation de l'impact, carbone notamment, sur lesquels donc on sélectionne et on évalue les hébergeurs. Oui, on a aussi tout un tas de fonctionnalités qui sont spécifiques au voyage local. Comment, qu'est-ce que je peux trouver comme expérience à moins de 2 heures de chez moi ou à 3 heures en train de tel endroit. Donc on offre vraiment un moteur de réservation qui a plein de fonctionnalités que ne proposent pas les autres plateformes plus traditionnelles. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette plateforme unique ? Et nous, c'est vraiment le sujet de l'impact. On avait envie de, on a malheureusement eu conscience du changement climatique et des défis que ça a supposé. On est plutôt axé solutions, donc on s'est dit tiens comment on peut offrir des solutions plutôt que de se morfondre face à ce problème. On est tombé sur les impacts comme je le disais tout à l'heure et les sujets des vacances ça nous a beaucoup inspiré parce que pour nous ça répond à plein de besoins assez fondamentaux. On a tous besoin de se ressourcer. Je pense qu'au bout d'un moment on a envie de s'évader de son quotidien, on a besoin de se reposer, de prendre un nouveau départ. On s'est dit c'est dommage, on n'a pas envie de choisir entre les vacances, se reposer, l'impact environnemental, etc. C'est compliqué aussi. On s'est aperçu que où est-ce que je vais, comment je voyage, si je prends le train par exemple, est-ce qu'il y a une gare à côté. On a vu plein de points de friction et de problèmes. Et on s'est dit tiens nous on va construire une technologie, on va construire une offre, on va construire tout un service qui enlève toutes ces barrières, qui enlève toutes ces frictions. Et moi je veux que ce soit facile de trouver des vacances qui sont canons, qui donnent envie. À faible impact. Et aujourd'hui, on a des séjours qui sont notés 4,8 sur 5 en moyenne, qui ont 6 fois moins d'impact carbone que la moyenne des séjours.
Et tout ça se fait en 3 clics. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette plateforme complètement singulière, mais surtout quelle est sa différence avec les autres plateformes? Je cite Airbnb, Booking, des plateformes comme celle-ci. C'est quoi la différence entre vous et ces plateformes-là? Alors, il y en a plusieurs, je vais peut-être pas toutes les citer, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a une sélection d'hébergements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout et n'importe quoi sur Gringo, il y a vraiment des logements qui donnent envie et qui ont un impact environnemental modéré. On a ensuite des fonctionnalités spéciales, où est-ce que je peux aller à 3 heures de chez moi en train, en pleine nature, au bord d'un lac par exemple. C'est le type de recherche qu'on peut faire sur Gringo et qu'on peut faire nulle part ailleurs. Et ensuite, il y a un autre volet qui nous a vraiment motivés, c'est qu'on est arrivé dans l'industrie du tourisme. Nous, on n'était pas prédestinés à travailler dans cette industrie, on a vu plein de plateformes, enfin peu de plateformes en fait. Booking, Airbnb, vous l'avez cité, des plateformes américaines principalement. On a vu que le tourisme c'était 8% de notre PIB en France et que l'essentiel des flux passait par des entreprises américaines. Ça nous a un peu embêtés pour rester correct dans le verbal, parce que on est le premier pays touristique au monde aujourd'hui et on n'a pas d'acteur souverain qui prend les flux de réservation, de voyage, d'hébergement. Donc c'est dit, on va pas seulement créer une plateforme de vacances éco-responsables, on va créer une alternative française, européenne, aux géants de la réservation mondiaux, une alternative engagée. On est entreprise à mission aujourd'hui, donc vraiment notre mission c'est de construire un tourisme plus durable. Et on va le faire à la française, à l'européenne, avec les valeurs qui sont les nôtres. Et ça, je dirais que c'est un vecteur de motivation très profond chez nous, au-delà du volet environnemental. Selon vous, qu'est-ce qui explique que les Français voyageaient davantage à l'étranger il y a quelques années et se tournent aujourd'hui vers le côté national ou plutôt local, même comme vous le dites ? Alors, il y a plusieurs effets, mais je pense que déjà en France, on a toujours on a toujours aimé notre pays et on est quand même 2/3 des flux depuis déjà un certain nombre d'années de Français qui voyagent en France. Ensuite, je pense qu'il y a eu un effet Covid quand même, qui a rappelé un petit peu à tout le monde que finalement on avait une quantité vraiment énorme de trésors pas loin de chez nous. On a tous les paysages chez nous, on a de la montagne, de la mer, de la campagne, de la nature, des belles villes, on a du culinaire, on a du viticole, on en parlait tout à l'heure, on a plein de choses qui vraiment se portent à plein d'expériences touristiques et je pense que les Français ont été amenés à redécouvrir ça pendant le Covid et que ça a catalysé un petit peu aussi le voyage local de manière plus générale. Alors, plus en détail, concrètement, quels critères utilisez-vous pour sélectionner les hébergements référencés chez vous ? Alors sur Gringo, on a 2 volets, on a le green et le go. Donc le go, il faut que ça donne envie, c'est la base. Les logements justement écologiques engagés, on doit les mettre en valeur, ils doivent donner envie encore plus que les autres pour amorcer la transition. Et deuxièmement, c'est le volet green. Donc comme je le disais, on a sur le volet écologique toute une grille de 113 critères écologiques sur plein de dimensions. C'est beaucoup de choses en fait un hébergement éco-responsable. Il y a l'aspect biodiversité, on en a parlé, il y a l'aspect transport, il y a l'aspect mode de chauffage, il y a l'aspect alimentaire par exemple. Est-ce qu'on a des produits locaux, de saison, bio au petit déjeuner? Ça par exemple c'est 3 critères de notre grille et on les évalue, nous on simplifie tout ça pour les gens avec un éco-score, un CO2 score. Donc nous on est aussi là pour simplifier, c'est très compliqué ce sujet-là. Nous, l'idée, c'est d'offrir des outils aux hébergeurs pour évaluer, s'améliorer, mais aussi aux voyageurs pour comprendre, est-ce qu'on est sur quelque chose de très engagé ou de moyennement engagé. Et est-ce qu'un voyage local est forcément plus écologique ou existe-t-il des nuances à apporter selon vous ? Il y a plein de nuances et c'est un sujet très technique, mais pour faire simple, on a... pour voyager de manière écologique sur le plan du CO2, donc sur le plan de l'empreinte carbone, le premier volet, c'est de voyager moins loin. C'est la distance. Le deuxième volet, c'est de voyager, si possible, avec les transports les moins carbonés. Le train en tête, bien sûr. Mais sur la voiture, par exemple, c'est de covoiturer au maximum, d'amortir en fait l'impact du voyage. Et ensuite, il y a sur place, donc des hébergements, bien sûr, qui ont une démarche, mais aussi les modes de consommation sur place, les déplacements, privilégier les mobilités douces, par exemple, la randonnée, ce genre de choses. Donc c'est des choses simples, mais effectivement voyager moins loin et avec des modes de transport les moins carbonés, c'est quand même le plus gros du sujet. Et est-ce qu'il existe des freins aujourd'hui pour développer davantage le tourisme local ? Oui et non. Non dans le sens où on a tellement d'atouts qu'en fait il s'agit juste de les mettre en valeur et de bien orienter les voyageurs vers ces solutions-là. Et il en existe, oui, puisque aujourd'hui, vous voyez, nous on est une entreprise engagée, mais on n'a pas d'avantage. Les gens n'ont pas d'avantage fiscal, TVA à voyager moins loin. Il n'y a pas de système de bonus-malus. Séjours écologiques ne sont pas moins taxés que les séjours non écologiques. Et je pense qu'il y aurait un rééquilibrage à faire, un système de bonus-malus où
les séjours les moins impactants ont un système plus incitatif et les séjours plus impactants à l'inverse. Et je pense que ça c'est des mesures que je porte au niveau dans mon plaidoyer public, mais je pense qu'il est temps aujourd'hui d'avancer là-dessus. Et si on se projette dans 10 ans, à quoi ressemblera, selon vous, encore une fois, le voyage responsable ? Je pense qu'on est au devant de grandes transformations. Je crois que déjà en quelques années, moi j'ai fait une école d'ingénieur il y a 10 ans, on n'avait jamais parlé de réchauffement climatique. Aujourd'hui, je crois qu'on voit quand même arriver les effets indirects, les sécheresses, les aléas. Ça commence à être là. Alors on a un peu de volatilité selon la politique du moment, selon les élections de l'autre côté de l'Atlantique entre autres, mais il va y avoir une tendance de fond où de toute façon on va être obligé de réagir et je pense que nos modes vont évoluer petit à petit, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais nous, notre rôle, c'est d'orienter les gens vers des choses positives, désirables. Et les vacances, ça s'y prête. Et je pense que le voyage local va être amené à se développer de plus en plus, et d'ici 10 ans en particulier. Merci infiniment, cher Guillaume Jouffre, cofondateur de la plateforme française de réservation de séjours responsable Gringo, pour partir au vert aux 4 coins de la France, et que vous pourrez évidemment consulter en ligne à l'adresse suivante, www.gringo.voyage. Après nous avoir donné envie de profiter de nos prochaines vacances, en préservant l'environnement bien sûr et en valorisant ce qui fait la richesse de nos territoires, nous allons faire une courte pause pour y réfléchir avant de retrouver Thibaut le French Trotter pour un reportage en immersion dans un court instant sur Sud Radio bien sûr. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Eh bien, nous voici de retour dans l'émission La planète demain en compagnie de Thibaut le French Trotter, le fameux French Trotter de l'émission. Thibaut, vous nous emmenez cette semaine dans le Gers, où s'est tenu cet été un grand festival d'astronomie qui attire chaque année plusieurs millions de passionnés. Non, de milliers, pardon. Des milliers. Millions, ça ferait beaucoup. De passionnés venus observer, bien sûr, les étoiles. Exactement, Christophe. C'était la 35e édition du Festival d'astronomie de Florence, qui se déroule chaque année au mois d'août. On y scrute le ciel, bien sûr, mais c'est aussi l'occasion d'assister à des conférences passionnantes, animées par des scientifiques venus du monde entier. Un rendez-vous qui incite à lever les yeux vers le ciel pour mieux comprendre et protéger notre planète. Mais pourquoi Florence ? Pourquoi cette petite ville du Gers ? Eh bien, Bruno Monfilier, le fondateur du festival, nous l'explique. Je pense que le ciel et la terre, c'est évidemment une histoire commune, c'est une histoire ancienne, on pourrait dire, mais qui se trouve particulièrement visible, particulièrement incarnée dans un département comme le Gers. Pourquoi ? D'abord parce que le Gers, c'est la porte ouverte sur le ciel. Il n'y a pas ou très peu de pollution lumineuse, et donc ça permet d'observer le ciel dans de bonnes conditions. C'est aussi un magnifique écrin de nature dans lequel l'environnement est protégé et qui permet non seulement d'expliquer, je dirais, mais de ressentir notre appartenance à l'univers. Le fait que nous sommes composés des mêmes atomes que le reste de l'univers et que par conséquent, il y a une sorte de continuité entre nous, la nature, les étoiles, etc. Dans le même temps, Florence se situe en Occitanie. L'Occitanie, c'est un haut lieu de l'astronomie avec le pic du Midi. Et c'est certainement le premier lieu français pour le développement du spatial. Est-ce qu'on peut parler d'un festival tourné vers l'environnement ? On a évidemment le souci de la préservation de la planète. Vous savez, lever les yeux vers le ciel, c'est aussi pour regarder la Terre depuis le ciel. Quand on regarde la Terre depuis le ciel, effectivement, on va pouvoir mieux comprendre comment fonctionne une planète, de quoi elle est faite, comment elle naît, comment elle meurt, etc., etc. Mais on va aussi prendre conscience des dangers qui la menacent. Bien, nous allons pouvoir commencer avec une première question pour ce quiz ado-adulte. Quelle est la planète la plus proche du Soleil ? Mercure. Un point pour l'équipe verte. Vous venez de l'entendre, le festival fait aussi la part belle au jeu. Je rejoins tout de suite Michael qui vient d'animer ce quiz. Alors c'est quoi le village des Schnapps ?
Alors le village des Schnops, en fait, c'est un village des jeux. Les Schnops, en fait, c'est on va dire l'acronyme ou plutôt le mot qui résulte de la contraction des atomes qui construisent le vivant. Il y en a 6, c'est ça ? C'est ça, les 6 principaux, le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. Ce lieu, donc c'est une sorte de village des jeux. On a plein d'activités très ludiques pour justement découvrir des choses sur les sciences, sur l'astronomie. Et donc apprendre en s'amusant. Est-ce que vous pensez que lever les yeux vers le ciel, ça permet de mieux comprendre la Terre et de mieux la protéger ? C'est complètement le leitmotiv du festival, c'est-à-dire effectivement de se rendre compte à quel point on est privilégié d'avoir une planète avec des conditions qui sont... On parle parfois d'un peu de planète boucle d'or, ni trop chaude, ni trop froide, ni trop loin, ni trop proche du soleil, et que de détériorer cet environnement, c'est comme détériorer sa propre maison. Si on n'a pas d'autre endroit à côté pour se réfugier, on se retrouve très démunis, et donc on n'a pas le choix, il faut essayer de prendre soin de notre planète. C'est pour ça que depuis quelques éditions maintenant, on a aussi le marathon des transitions qui cherche à mettre l'accent là aussi sur ce côté un peu écologiste, parce qu'on ne peut pas s'intéresser à l'univers, à notre place dans l'univers, sans réaliser notre petitesse et notre fragilité quelque part. Donc c'est ce discours-là, l'étendre l'astronomie à la connaissance de l'univers en général et à l'intérêt de protéger notre planète. Merci Thibaut, et comme le ciel a encore beaucoup à nous apprendre, on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce reportage qui est un véritable feuilleton pour nous à la rentrée. Et maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir dans nos studios Luc Tallini, cofondateur et PDG d'Everyone Counts, une plateforme d'agrégation et de suivi de données de biodiversité qui permet d'accélérer la transition écologique. Bonjour Luc. Bonjour Christophe. Alors, vous êtes actuellement cofondateur et PDG d'Everyone Counts, comme je le disais à l'instant, une entreprise dédiée à la préservation de la biodiversité grâce à une plateforme de données de pointe. Everyone Counts, que l'on peut traduire par tout le monde compte, c'est ça, je ne me trompe pas, voilà, est une plateforme qui agrège et fait du suivi de données de biodiversité sur des sites agricoles avec pour ambition première d'accélérer la transition écologique et surtout d'agir contre le déclin de la biodiversité. C'est bien cela ? Exactement, tout est dans le nom, Everyone Count, donc tout le monde compte, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à tout ce qu'on peut trouver comme espèces, les plus remarquables ou les plus remarqués, comme dirait un de mes mentors qui est Gilles Boeuf, et aussi on essaie de faire compter tout le monde, donc ça se lit dans les deux sens. Alors, restaurer la biodiversité, on l'aura compris, c'est donc devenu votre mission. Mais comment est né le projet Everyone Counts ? Plutôt sur un déclic personnel, scientifique ou bien écologique ? Alors moi, je viens du monde médical. J'ai passé 20 ans à développer des appareillages pour diagnostiquer les maladies. Et autour du médical, c'est développé un concept dont vous avez peut-être entendu parler, qui en anglais se dit One Health, une seule santé. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte maintenant depuis une vingtaine d'années que s'occuper des humains, s'occuper des animaux, s'occuper de la nature, c'est un peu la même chose. Et j'ai eu très envie, petit à petit, de passer du médical aux animaux et puis maintenant à l'environnement en utilisant mes compétences d'ingénieur médical pour avoir une approche très clinique des choses et essayer de voir ce que des ingénieurs du médical peuvent apporter à l'environnement. Alors, j'ai vu que Everyone Counts c'était aussi une société à mission, mais quelle est précisément la mission que vous portez aujourd'hui ? Alors, nous, on est vraiment dans l'idée pour la biodiversité qui est en déclin, un peu partout, et particulièrement dans les zones rurales, c'est 60% de la surface française, on est un pays rural, et c'est là où, effectivement, dès qu'on compte les oiseaux, les insectes, on voit du déclin. L'idée ici, c'est vraiment d'accompagner, donc nous, nos missions en tant que société à mission, la première, c'est d'être capable de produire des métriques pour essayer de mesurer, pour avoir un avis objectif et sortir des opinions. Et la deuxième, ces données, on souhaite les partager avec tout le monde. Donc on a une démarche très open source sur nos données. Ça, c'est nos deux principales missions. Mais comment peut-on parvenir à se faire un observateur discret de la biodiversité tout en respectant son équilibre ? Alors nous, on s'inspire beaucoup de ce qui a été fait dans le monde sauvage par les écologues depuis des années. C'est-à-dire qu'ils utilisent des techniques qui sont très peu invasives, qui sont en harmonie avec la nature, qui interviennent pas beaucoup. Donc, c'est très simple, ce sont des caméras qui se déclenchent sur le passage des animaux. Ce sont des enregistreurs sonores qui permettent d'écouter la nature et en particulier les oiseaux. On a des enregistreurs un peu particuliers pour les chauves-souris parce que là, on travaille sur les ultrasons. Et puis, on fait des prélèvements de sol. Avec toutes ces techniques, on accumule beaucoup de données qui nous permettent ensuite de produire des indicateurs, des mesures, et donc de savoir si on s'est amélioré, si on est mieux que le voisin, où est-ce qu'on se situe.
Et comment votre parcours professionnel et peut-être également parcours de vie a-t-il influencé la création et le déploiement d'Everyone Counts ? Alors, venant du médical, nous on est assez obsédés par l'essai clinique, ce qu'on appelle les essais cliniques. Et donc on a besoin de questions au démarrage. Donc tous nos clients ont des questions. Alors je vous en donne, on travaille beaucoup avec la viticulture, c'est la moitié de nos sites. Sur les 10 sites sur lesquels on est, la moitié sont en viticulture. Les questions que vous allez se poser à un viticulteur, c'est j'ai installé une haie pour développer les populations d'oiseaux parce que ces oiseaux m'aident sur mes vignes, ce sont des auxiliaires de culture, ils se nourrissent d'insectes. Où est-ce que j'en suis ? J'ai planté les haies, est-ce qu'il y a plus d'oiseaux qu'avant ? Voilà, très concrètement. Donc nous, on a besoin de ces questions. Et une fois qu'on a ces questions, on va mettre en place les capteurs, la collecte nécessaire. Et ensuite, on va analyser pour être capable de répondre ou pas. Mais le plus souvent, on peut répondre à est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce qui marche pas. Ok, alors mais pourquoi avoir choisi notamment la vigne, enfin les territoires viticoles pour travailler, et pourquoi avoir choisi surtout le château La Perruche comme site pilote ? Alors nous, on est intéressés par les zones rurales, les territoires comme on appelle. Donc, dans les territoires, on trouve beaucoup de monde, on trouve l'agriculture, on trouve le tourisme durable, on a des clients là-dessus, on trouve le foncier. Mais je dois dire que notre localisation, la société basée à Bordeaux, fait qu'assez rapidement, on a été en contact avec la viticulture. Et la viticulture, aujourd'hui, a un vrai sujet sur la biodiversité. C'est-à-dire que pour la viticulture, c'est pas juste une position morale. La nature est pour eux un appui pour lutter contre le changement climatique. Les couverts végétaux, la présence de haies va les aider à mieux encaisser le gel, mieux encaisser les sécheresses. Et puis aussi la nécessité de réduire les intrants, on en parle beaucoup. La viticulture, c'est 4% de la surface agricole, c'est 20% des pesticides. Donc il y a une grosse pression sociétale pour réduire les intrants. Et là, de nouveau, ils ont besoin de s'appuyer sur la nature. Et donc, ils ont besoin d'avoir des oiseaux, des insectes, des chauves-souris qui vont faire le travail. Pour l'anecdote, ou en tout cas pour vous donner une indication, une chauve-souris, pendant une nuit, ça mange 1/3 de son poids en insectes. Donc c'est un super allié pour lutter contre les ravageurs de la vigne. Et si vous deviez mesurer le succès d'Everyone Counts en 2030, quels seraient selon vous les signaux concrets de réussite ? Alors aujourd'hui, l'année dernière, on avait un site, La Perruche, où on a commencé 40 hectares. Aujourd'hui, on en a 10 et 1000 hectares. On est en France, on est même en Moldavie. Moi, j'aimerais dans 10 ans qu'on puisse participer à la restauration d'une grande partie, beaucoup plus que ça, des dizaines de milliers d'hectares, avec notre système qui se veut très frugal et très en harmonie pour, comme on le fait pour les maladies, avoir des outils de diagnostic qui nous permettent de mieux avancer sur ces sujets qui nous concernent de plus en plus, qui sont comment restaurer la nature tout en continuant à vivre. Notre tagline, c'est prospérer ensemble. Merci infiniment, cher Luc Tallini, cofondateur et PDG d'Everyone Counts. C'est une plateforme d'agrégation et de suivi de données de biodiversité qui permet d'accélérer la transition écologique. On se retrouve sur Sud Radio dimanche prochain à 12h30 pour un nouvel épisode de La Planète Demain. En attendant, retrouvez tous mes podcasts sur la chaîne YouTube de Sud Radio et découvrez ma nouvelle plateforme digitale de télévision www.laplanetedemain.plus. À dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debiens.